il y a un champ électromagnétique qui a une influence sur les êtres vivants. Et la nature, elle, ne nous ment pas. Observons, faisons des hypothèses, expérimentons et concluons. Cette photo, elle montre l'influence d'un cours d'eau sur les arbres. Les arbres s'en vont loin de ce cours d'eau. Ceci est un arbre gémellaire. En fait, il n'est pas gémellaire parce que c'est deux jumeaux qui poussent. C'est parce que à cet endroit-là, il y a un rayonnement ionisant qui arrache de la matière. Et donc l'arbre qui ne peut bouger, eh bien, son moyen de défense, c'est de se séparer en deux. Voici un arbre qui a plus de 100 ans et qui, malheureusement, est tombé. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur, vous voyez, c'est creux. C'est creux parce que le rayonnement ionisant arrache de la matière. Il n'y a plus rien qui le retient si ce n'est son écorce. Et donc, il tombe. Une partie va continuer à vivre, l'autre va mourir. Ça, c'est un arbre assez incroyable. Vous voyez qu'il se sépare et qu'il se réunifie. Là, il y a un phénomène en hauteur qui le perturbe. Là, c'est des cloisons Hartmann 3D. Ici, c'est un arbre qui a comme un cancer, vous voyez, ça a une prolifération d'écorce. Eh bien là, c'est un grand diagonal, un croisement de grand diagonal, et il réagit de cette manière-là. Ici, vous avez les fameux ronds de sorcière. Là, ce sont des champignons. Là, vous avez un autre rond de sorcière qui, lui, brûle carrément, littéralement, la végétation. Là, c'est l'inverse. Ça stimule la végétation. Et puis, il y a en Namibie tous ces ronds de sorcière. Encore aujourd'hui, en 2024, les scientifiques n'arrivent toujours pas à comprendre d'où proviennent ces ronds de sorcière. Ils ont étudié l'hygrométrie, ils ont utilisé des techniques pour sonder le sol, vérifier la qualité de la terre. Ils n'arrivent toujours pas à comprendre. Eh bien, en effet, eh oui, c'est invisible. Ce sont des cheminées cosmotelluriques, tout simplement. Cheminée cosmotellurique. Ça, c'est un vortex qui est placé au niveau de cet arbre et cet arbre part en vrille. Alors attention, il y a certains arbres qui partent en vrille naturellement, c'est génétique, comme l'érable japonais. Là, c'est un chêne qui est à un croisement de réseaux solaires. Le réseau solaire est bon pour l'être vivant et donc il devient majestueux. Voilà la preuve de l'environnement, de l'influence de l'environnement sur le vivant. Alors il y a une autre histoire très intéressante qui parle justement d'observation. Comment s'appelle-t-il? C'est William Henry Blake. C'est ça, William Henry Blake, qui est donc un antiquaire et qui s'aperçoit qu'il y a des lignes naturelles en Angleterre, dans le Royaume-Uni, qui font fi du relief. Et il décide de les suivre et il s'aperçoit que sur ces lignes, il y a une église, un monument, et il commence à émettre une théorie que il y a des ley lines, ça pourrait être pour certains géobiologues le réseau originel. La ley lines donne naissance à tous les autres réseaux que nous connaissons, Hartmann, Curie, etc. Et ils sont sur la Terre entière.
et il serait connecté à des monuments. J'utilise le conditionnel parce que c'est soi-disant prouvé, pas tous les monuments sont sur ces lignes-là. On pourrait discuter pendant des heures sur ce sujet, mais c'est très intéressant de s'apercevoir que il y a au XIXe siècle des personnes qui ont observé la nature et qui en sont venues à ces conclusions. Alors, ce personnage, William Henry Black, était antiquaire et il a présenté sa théorie devant l'Académie des archéologues d'Angleterre qui ne l'ont pas raillé du tout, ils l'ont pris au sérieux à cette époque-là, mais ça n'a pas donné suite à des hypothèses ni en fait à une observation plus précise. Donc c'est tombé en désuétude. Mais à un moment donné, un peu plus tard, voilà, vous voyez le personnage ici, Alfred Wilken, a lui, expérimenté, et d'ailleurs je reprends parce que j'ai fait une erreur, en fait c'est lui qui sur son cheval, il était commerçant avec sa famille, et c'est lui sur son cheval qui a découvert ces lignes naturelles. En fait, il suivait un chemin pour aller dans un village, il s'est perdu, et puis d'un seul coup, il en retrouve un, il le suit, et il s'aperçoit que c'est un chemin totalement naturel, dessiné par le relief. Et donc, il a commencé à écrire des livres sur la théorie de William Henry Black. Voilà, je reprends. Observation, hypothèse, expérience, conclusion. Revenons toujours à l'essentiel. On peut se tromper bien sûr, mais en tout cas, c'est intéressant d'essayer de trouver ces ley lines et peut-être de faire un rapport avec tous les autres réseaux. Alors, avec tout ce que je viens de vous dire, on peut être perdu. Et finalement, c'est sain d'être perdu. C'est sain de perdre ses repères et d'arrêter de réfléchir avec la tête, mais plutôt de sentir avec le cœur. Donc, pendant la formation, je vais vous proposer plusieurs techniques pour vous centrer, pour vous ancrer, pour lâcher prise, pour lâcher le mental et vraiment sentir tout simplement ce que le monde invisible vous offre. Donc, des exercices et encore des exercices. Et le plus important des exercices, et sûrement le plus difficile, ce sera l'ego. L'ego permet aux géobiologues qui ont une grande carrure, une grande prestance, comme ceux dont je vous ai parlé, d'oublier parfois que c'est peut-être pas le cœur qui parle, mais trop la tête. Et les erreurs arrivent à ce moment-là. Personnellement, je fais forcément des erreurs. Revenons sur une première constatation, l'électromagnétisme. Depuis le XVIIe siècle, l'électromagnétisme est émis par la totalité de ce qui nous entoure et certaines personnes sont sensibles à cet électromagnétisme. Revenons à un deuxième fait, c'est que l'observateur influence l'expérience. De ces deux faits scientifiques, sachez que il y a 300 ans, les scientifiques de l'époque ont démontré que ces fameux sourciers et voyants de l'invisible étaient des usurpateurs, car ils pouvaient se tromper. Pourquoi ? Parce que justement, l'ego, la volonté, pas l'ego, la volonté est bien plus forte que la détection. C'est-à-dire que si je prends l'antenne et que je décide par ma volonté de trouver quelque chose, elle va tomber toute seule. Regardez,
Je ne fais rien d'autre que dire je veux que ça tombe. Je ne bouge rien, je veux que ça tombe, c'est tout. Je veux découvrir de l'eau. Ma volonté est plus forte que le senti. C'est là tout le piège du géobiologue, mais aussi du médium, aussi du magnétiseur et de toutes les personnes qui œuvrent dans l'invisible. Donc pour contrecarrer cette volonté, la seule et unique solution, c'est de se connaître soi-même. Et la géobiologie, avant d'être une science, c'est une quête. C'est une quête de soi-même. Quand on devient géobiologue, on se pose des questions sur sa place dans sa maison. Est-ce que je suis à la bonne place pour être en zone neutre? Mais à un moment donné, on se pose des questions plus larges. On ouvre son champ de conscience. Est-ce que j'habite dans la bonne région? Est-ce que cet endroit me convient? Mais je ne suis pas seul sur cette terre et peut-être que j'influence la totalité des autres êtres humains. Peut-être que si nous œuvrons tous ensemble dans la même direction, nous changerons le monde. Et puis à un moment donné, on va même encore plus loin. On commence à imaginer la vie au-delà de cette terre. Est-ce que la vie existe au-delà de cette terre, sous d'autres formes? Bref, on commence à être reliés les uns aux autres de plus en plus loin. La géobiologie amène à cela. Connais-toi toi-même et tu connaîtras les secrets de l'univers. Vous avez envie de vous connecter au champ universel de conscience? Eh bien, suivez le lien ci-dessous. Il y a le programme, le bulletin d'inscription. En quelques clics, vous êtes inscrit. Si vous êtes sceptique, si vous pensez avoir aucun ressenti, eh bien, cette formation est faite pour vous. Tous les élèves qui ont expérimenté la géobiologie du Verseau ont réussi à sentir en quelques jours le lien avec le monde invisible. Alors pourquoi pas vous? Bref, on commence à être reliés les uns aux autres de plus en plus loin. La géobiologie amène à cela. Connais-toi toi-même et tu connaîtras les secrets de l'univers. Donc, la volonté. La volonté, elle est née, je dirais, il y a bien longtemps, parce que nous avions besoin de survivre. Nous étions dans un moment où nous étions des proies et pour se défendre de l'extérieur, eh bien, il fallait parfaitement connaître son environnement. Son environnement, c'est la flaque d'eau dans laquelle nous vivons en tant que petit tétard et nous ne pouvons pas voir plus loin que cela. Mais on va commencer à essayer de comprendre au-delà de l'eau ce qui se passe. Donc on va essayer de s'identifier à cet environnement pour le maîtriser. La volonté et la maîtrise vont parfaitement bien ensemble. Vous voyez où je suis là? Je suis ni l'aigle, hein, ni le renard. C'est comme ça que la volonté est arrivée. J'ai besoin de contrôler mon environnement si je ne veux pas être mangé. Sauf qu'on a gardé en fait cet instinct de survie. Or, eh bien, vous le savez, hein, on vit en Occident, on n'est pas en Israël, on n'est pas sous les bombes, et donc nous n'avons pas besoin de cet instinct de survie. Mais l'ego, lui, sait que si l'instinct de survie disparaît, il va mourir. Donc il continue à avoir peur de l'extérieur, à être obligé de contrôler son extérieur de manière beaucoup plus bien sûr subtile. Hein. Aujourd'hui, eh bien, je m'identifie à ma maison, ma magnifique maison, je m'identifie à mon pays ou à ma ville, je viens de l'OM, je suis Marseillais, je viens de Paris, je suis PSG, etc., etc. Par exemple, pour moi, ce serait discours d'identification. Je suis un écolo, je vis dans une maison autonome, toilettes sec, récupération d'eau de pluie, la permaculture me permet d'être autonome en fruits et en légumes, je suis autonome grâce à l'énergie,
car je peux tout savoir grâce à mon antenne, et ça me remplit de joie. Voilà. Un beau discours d'identification et dans l'ego. Ça pourrait être « je suis chaman ». Je maîtrise les éléments. Moi, je parle aux élémentaux. Ah, moi, je communique avec les arbres. Je sais ce qu'ils pensent. Moi, je. Alors, je ne fais pas exception à la règle, hein, bien sûr. Hein, mais, par contre, je sais qu'à un moment donné, je vais prendre dans ma garde-robe le petit costume du géobiologue. Puis à un moment, je repose, parce que je ne suis pas que ça. Puis à un moment, je vais prendre le costume du papa, et puis du mari, et puis du sportif, etc., etc. Et donc, en fait, je suis une multitude de personnalités à l'intérieur de moi. Alors, je ne suis pas schizophrène, loin de là. Je suis juste conscient qu'il y a dans ma vie plusieurs facettes. Voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. Hup, voilà, ça c'est moi. Et le but de la géobiologie de l'ère du Verseau, c'est que toutes ces petites facettes que vous voyez partout, c'est des petits bouts de ma personnalité. Et tant qu'il y en a qui sont dans l'ombre, tant qu'il y en a auxquels j'ai peur, auxquels je me rattache, eh bien, l'ego est là et je peux me tromper dans la détection. Donc la géobiologie de l'ère du Verseau, c'est aussi, je le répète, une quête pour se connaître soi-même. Et pour cela, eh bien, il y a des outils. Par exemple, il y a le Sutra du Diamant. Je vous invite à le lire. En gros, c'est je sais que je m'appelle Franck, c'est pour ça que je ne m'appelle pas Franck et que je peux m'appeler Franck. Il y a, donc c'est la voie de la désidentification, bien sûr. Il y a cette nuance que je vous laisse découvrir. Hein. J'entends, j'intègre, je comprends, j'assimile et je suis conscient. Plusieurs étapes pour arriver à se découvrir soi-même. Il y a aussi le chemin de la voie du milieu, le Tao Te Ching, que vous découvrez ici. Je vous laisse quelques instants pour le lire. L'histoire de la voie du milieu, elle est très belle. Je vous laisse encore quelques instants pour le lire. Donc le livre de la voie du milieu, c'est le Tao. Le Tao, ce serait le squelette de l'univers, ce serait les prémices avant l'univers, la conscience de l'univers. Et par le souffle de vie, le prana, le chi hein, pour les Chinois, pour les Asiatiques, l'univers, le Tao a pu créer tout ce qui est, dont la dualité, le fameux yin et yang. Ce livre vous permet de revenir à l'unité, au Tao. Donc ce livre-là, et cette philosophie très intéressante, le Sutra du Diamant, très intéressant, mais aussi le Sutra du Lotus, c'est le fameux mantra Namyo Renge Kyo, qui est la voie du milieu. Namyo Renge Kyo, un très beau mantra qui aurait la faculté justement de vous permettre de vous réaligner et de ne plus tomber dans le mental. Voici donc des pistes pour vous connaître un peu plus. Pendant la formation, je vais vous proposer plein d'exercices qui vont vous confronter.
je ne suis pas là pour vous laisser dans votre zone de confort, mais pour aller faire des allers-retours entre cette zone de confort et cette zone d'inconfort. Car aller découvrir la totalité des personnalités que nous avons n'est pas forcément agréable. Elle pourrait se résumer à cette image. Voilà. Je me méfie, je m'identifie. En fait, j'ai de la colère. En fait, j'ai de la tristesse. En fait, j'ai perdu mon âme d'enfant, mon enfant intérieur est blessé. Et je ne sais pas comment revenir à cet endroit-là. Ce chemin intérieur, on n'a pas forcément besoin de la spiritualité pour y aller. Aller voir un psychologue, un psychanalyste, aller voir des amis, parler avec eux, peut amener à découvrir ces blessures, car tout provient des blessures. Tout se passe entre le ventre de la mère et les premières années de vie, je dirais même jusqu'à 12-15 ans. Tout ici est condensé, toutes nos blessures sont condensées à cet endroit-là. On peut aller visiter les anciennes vies, le karmique, faire plein de techniques de chamanisme, etc. Mais vous arriverez, selon le chemin qui vous convient le mieux, aussi à la même chose en allant voir un psychologue et en allant découvrir vos blessures intérieures. C'est le chemin pour connaître la totalité de ces personnalités. Un autre petit schéma, c'est celui-ci. Celui-ci, il est particulier parce qu'il parle surtout au monde spirituel. On a l'ego qui protège en fait les blessures de l'enfant. Au centre, vous avez l'enfant blessé. Tout autour, vous avez une muraille qui protège l'enfant blessé. Cette muraille, elle a été construite par l'ego qui veut protéger. Parce que l'ego ne veut plus que le petit enfant souffre. Sauf qu'il ne sait pas comment guérir. D'ailleurs, il ne guérit pas, il protège en enfermant. Or, la guérison, c'est revenir avec amour à un endroit où nous étions avec la peur. Donc, l'ego crée une muraille, mais l'ego spirituel, lui, crée en plus une muraille d'amour tout autour de la muraille rouge. Vous voyez les petits nuages avec des cœurs? C'est l'ego spirituel. C'est le plus difficile à trouver. C'est celui qui est le plus répandu chez nous, les spirituels, qui œuvrent avec l'invisible. Alors on peut bien sûr le détecter, et en faisant cette formation, justement, je vais vous proposer d'aller à ces endroits-là. C'est pas forcément agréable, mais à la fin, on a énormément d'amour pour soi parce qu'on rencontre son enfant intérieur. Et puis, je terminerai par ce petit tableau pour que l'on comprenne, nous tous, moi ici présent, que je ne détiens pas la vérité et personne ne la détient, car chacun a sa propre vérité dans un monde totalement réel avec des règles bien posées, sauf que pour vivre dans ce monde réel, nous avons besoin de notre propre vérité. Donc il y a autant de vérité que d'êtres humains sur Terre. Et cela ne veut pas dire que c'est la seule et unique. Ça veut dire que nous vivons tous avec notre propre vérité. Et ce petit tableau vous invite justement à prendre un petit peu de recul face à des gens qui ne penseraient pas comme vous. Il y a d'un côté l'être spirituel et de l'autre côté l'être matériel. Je vous laisse le découvrir et on se revoit dans une prochaine vidéo. À bientôt.